Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un meurtre commis un matin de juin 1993 dans une cité universitaire. Ce jour-là, une jeune femme de 21 ans à peine trouve la mort sous plusieurs coups de couteau. Son nom est Gaëlle Le Guen, née le 1er février 1972 à Casablanca. Le jeudi 3 juin 1993 est une journée comme les autres pour étudiants en arts plastiques d'Aix-en-Provence. Après une soirée passée entre amis et une nuit passée avec eux au Passeport, un lieu à la mode, Gaëlle rentre chez elle vers 4h45 le vendredi 4 juin 1993, au campus La Cité des Gazelles, juste en face du Crous d'Aix-Marseille. C'est un couple qui va entendre ses cris. Ils vont la découvrir à l'agonie dans un petit chemin de terre entre deux facs. Gaëlle ne sera pas tout de suite identifiée. Ses papiers d'identité lui ont été volés. Sur la scène de crime, les enquêteurs retrouvent un couteau planté dans le sol, peut-être l'arme du crime. Il y a du sang, beaucoup de sang. Gaëlle a reçu un coup de couteau dans le dos, puis un en plein poumon. L'enquête va mener à deux suspects. Le premier, Frédéric Pibéry, qui est aperçu non loin de la scène de crime quelques heures ou jours après le crime, avec un comportement étrange. Et le second suspect est la dernière personne à avoir vu Gaëlle Le Guen juste avant sa mort, Julien. Le témoin qui a appelé à l'aide, qui l'a entendu crier. Qui a tué Gaëlle Le Guen et pourquoi? L'affaire est depuis résolue, l'auteur du meurtre de Gaëlle est même sorti de prison. Il aura fallu plusieurs mois d'enquête, d'interrogatoire, d'expertise pour parvenir à trouver le suspect dans un meurtre commis à l'aube, un matin de juin 1993. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandie et chaque mercredi soir je vous raconte des affaires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir je reviens sur le meurtre de Gaëlle Le Guen. Gaëlle Le Guen, l'instant du crime. Un jeune couple sort au petit matin ce vendredi pour être dans une certaine intimité. Le couple flirte un peu. Tout se passe bien. Il fait doux, le soleil va se lever dans peu de temps. Mais pour le moment, tout est silencieux près de l'université. Puis, un cri va rompre ce silence. Puis un hurlement. Alerté, le couple accourt vers la source du cri. Le silence est revenu, ce n'est pas bon signe. Ils prennent un petit chemin isolé entre deux cités universitaires. Il y a un petit grillage entre la cité universitaire de Cuc et celle des Gazelles. C'est un petit chemin de terre vraiment à l'écart, un genre de raccourci. Sur le bord du petit chemin de terre, ils découvrent une jeune femme. Elle agonise. Un trou bien visible sur la poitrine et des lacérations sur l'ensemble de ses vêtements. Ils ne peuvent rien faire pour elle, hormis être à côté de la jeune femme dans ses derniers instants. Gaëlle, toujours en vie, aurait parlé. Selon le site La Provence, elle aurait dit « Attention à la lame ». Julien et sa copine appellent la police. Les policiers arrivent sur place, comme les pompiers, et l'enquête commence. L'enquête. À 6h30, la jeune femme encore inconnue est déclarée morte. Le corps de la jeune femme est en partie nu. Ses vêtements sont en partie découpés avec précaution à des zones plus qu'intimes. Les policiers pensent à un crime sexuel. La femme aurait résisté à son agresseur qui l'aurait tuée. Les enquêteurs fouillent la zone proche de la découverte du corps. Ils trouvent un sac de cours, mais pas de papier d'identité. Son agresseur, son tueur, aurait-il pris sa carte d'identité pour ne pas que les autorités connaissent son nom tout de suite? Quelques mètres plus loin, c'est un couteau papillon qu'elle a découvert
enfoncée dans le sol. Peut-être l'arme du crime. La victime, pour le moment non identifiée, a reçu un coup de couteau dans le dos, des coups de couteau sous les seins, ainsi que des blessures de défense. C'est avec l'aide d'élèves de campus qu'un nom lui sera enfin donné. Elle s'appelle Gaëlle Le Guen, elle a 21 ans, elle est étudiante en arts plastiques. Au même moment, au commissariat, un policier reçoit un appel très surprenant. Sur les coups des 8h45, soit à peine plus de 2 heures après la découverte du corps de Gaëlle, un homme se présente à l'autre bout du fil. Il dit s'appeler Ziboura. L'homme semble inquiet. Il demande au policier si son amie Gaëlle, Yasmine, se porte bien. Le policier est surpris de la question. Visiblement, Zibouya est au courant de la nouvelle, qu'une jeune femme s'est fait agresser près de la fac. Enfin, il sait que quelque chose est arrivé à Gaëlle, mais il ne semble pas savoir qu'elle est morte. Et visiblement, soit il est proche de Gaëlle, soit il est en possession de sa carte d'identité, car Yasmine est son deuxième prénom. Ziboura aurait également appelé l'hôpital du coin, pour savoir si Gaëlle, son amie, va bien. L'homme, l'inconnu du téléphone, est-il inquiet? A-t-il quelque chose à voir avec l'agression et la mort de Gaëlle? Il semble se soucier du fait qu'elle soit encore en vie et capable de l'identifier. Le meurtrier de Gaëlle serait-il un de ses proches, un ami ou un ex? Ou est-ce un homme que Gaëlle aurait eu le temps de voir, avec la possibilité qu'elle puisse faire une description? L'information n'arrivera que bien plus tard, au cours d'une enquête qui s'avérera plus difficile que prévu. Mais interloqué par cet intérêt, l'inspecteur demande à Ziboura de passer au commissariat. Ziboura déclare qu'il a un examen et raccroche vite. Seul problème, après vérification, il n'y a pas d'examen à l'université. Cet inconnu, ce Ziboura, devient donc une personne d'intérêt et il est activement recherché. La peine, malheureusement, ne peut pas être tracée. L'homme encore inconnu a appelé depuis une cabine téléphonique. Il a donc fait très attention, ce qui le rend encore plus suspect. Une première piste, celle du rôdeur. L'enquête va révéler que depuis quelques jours déjà, un homme au comportement étrange rôde sur le campus ou ses alentours. L'homme tentera même de rentrer dans la chambre de 3 à 4 étudiantes les jours précédant la mort de Gaëlle. Le soir de la mort de Gaëlle, il aurait tenté même de rentrer de force dans une des chambres, mais il va prendre la fuite. D'autres témoins auraient aperçu le même homme errer ce soir-là tard dans la nuit dans les environs proches de la fac. Qui est cette personne? Que cherche-t-elle? L'homme en question restera non identifié. Le couteau va faire parler de lui. Il appartient à l'un des premiers témoins. Le jeune couple, le copain. C'est la mère du jeune homme qui en parle au policier. Il est donc convoqué au commissariat pour s'expliquer. Il s'appelle Julien Sauvignon. Il raconte que lorsqu'il arrive sur place avec sa copine, il voit Gaëlle, mais remarque surtout ses blessures et comprend très vite que c'est un couteau qui a fait ses blessures et que lui en porte un sur lui. Il déduit un peu vite que si les policiers trouvent un couteau sur lui, il sera d'office jugé coupable du meurtre de la jeune femme et qu'il passera un long moment en prison. Par peur d'aller en prison alors qu'il n'a rien fait, il plante le couteau dans le sol pour ne plus l'avoir sur lui. Le couteau sera découvert un peu plus loin par les policiers. À ce moment-là, Julien Sauvignon n'est pas inquiété. Il était avec sa copine, elle corrobore les faits. Julien Sauvignon ressort libre de son audition. Après tout, il n'est qu'un témoin. Il était avec sa copine au moment où ils ont entendu des cris de détresse. Il ne connaissait pas Gaëlle. Bref, rien ne l'accuse
Et en plus, les policiers ont un autre suspect. Le second suspect, bien plus intéressant. Un témoin va parler d'un autre homme qui rôde dans le coin, près de la scène de crime, quelques jours ou heures après le crime. Il pense l'avoir vu avec un couteau en main, le crâne rasé, vêtu, je cite le reportage, comme un skinhead. L'homme est aussitôt interpellé sur place par les policiers. Il est conduit au commissariat pour expliquer sa présence sur le lieu d'un crime avec une arme blanche. Après tout, Gaël est tué avec un couteau. Alors l'auteur, ce pourrait être cet homme, qui revient sur la scène de crime pour X ou quelque raison. L'homme s'appelle Frédéric Pibéry, il a 21 ans, c'est un étudiant de la fac d'Aix-en-Provence. Il est fils de policier, un père strict, une éducation à la dure. Il est donc universitaire, fasciné par l'Allemagne et sa philosophie d'avant-seconde guerre mondiale, sur la race pure. Il parle très bien allemand. Il apprécie le scoutisme, les activités militaires, il est fasciné par l'armée. Lors de son interrogatoire, il réfute le fait d'avoir un couteau sur lui, que c'était une branche de laurier, que l'homme a confondu avec un couteau. Il avait cette branche de laurier sur lui pour rendre hommage à Gaël qu'il connaissait. Ils ont des amis en commun. Ils ont même dîné ensemble le soir de sa mort. À 20h30, il est en compagnie de Gaël avec d'autres amis au domicile d'une amie en commun. Frédéric Pibéry devient de plus en plus intéressant. D'une, il connaissait Gaël, et de deux, ils ont mangé ensemble quelques heures avant sa mort. Les policiers perquisitionnent son logement le 10 juin, 6 jours après la mort de Gaël Le Guen. À son domicile, les policiers ne trouvent pas grand-chose de passionnant pour l'enquête. Cependant, ils découvrent plusieurs couteaux. 5 couteaux de tailles différentes. Frédéric Pibéry explique leur présence par le fait qu'il soit scout. Ok. Son emploi du temps, le soir de la mort de Gaël, se résume au fait qu'il a passé la soirée et la nuit avec sa copine et qu'il n'a pas quitté le domicile. Sa copine confirme qu'il était avec elle le soir et toute la nuit. Le jeudi 3 juin 1993, vers 22h45, mon ami Frédéric Pibéry est venu dans ma chambre des Gazelles. À 8h, elle se réveille. Frédéric dormait toujours auprès d'elle. Frédéric a donc un alibi. Pas vraiment solide, puisque sa copine dormait. Cependant, pour les policiers, il n'y a pas de mobile et il n'y a pas de preuves. Il n'est donc pas de Gaël. Frédéric Pibéry est relâché et part faire son service militaire à Fort-de-France. Mais le jeune homme, comme son père est policier, était proche des policiers qui l'ont interrogé. Il les aurait même tutoyés, car son père a bossé avec eux pendant 10 ans. Cependant, ce lien particulier avec les policiers du coin ne va pas l'empêcher de se faire arrêter une seconde fois, car son alibi va tomber à l'eau très vite. 4 mois plus tard, des témoins viennent infirmer cet alibi. Il est sorti vers 4h, 4h30 et 5h du matin sans réveiller sa copine, car le couple se serait disputé le soir même. Pibéry aurait-il menti? Et pourquoi avoir menti? Est-il sorti, vraiment sorti, au même moment de la mort de Gaël? Et puis, quel serait son mobile? Pourquoi aurait-il tué une amie à lui? Le 19 octobre 1993, il est de nouveau interrogé à Fort-de-France. Il est toujours en service militaire, après tout. Frédéric Pibéry est très mal à l'aise. Il transpire et tremble. Il semble extrêmement stressé. Au policier, il déclare qu'il a besoin de parler. Il mime les gestes. Il avoue avoir tué Gaël. Il explique que ce soir-là, il y avait une soirée organisée sur Marseille, dans une boîte du moment, le Passeport.
lui veut s'y rendre, comme tous ses amis. Mais Gaël refuse qu'il monte dans la voiture. C'est lui ou elle, aurait-elle dit. Frédéric est exclu. Il se sent mis de côté par tout le monde. Il est très en colère envers Gaël. Il est amer. Il rejoint sa copine, mais tourne et se retourne dans le lit. Ne parvient pas à digérer cet affront. Il est exclu du groupe à cause de Gaël. Le groupe a préféré Gaël à lui. Il quitte la chambre de Reine, sa copine, vers 4h, 4h30 du matin. Il sort prendre l'air, courir, marcher, essaie d'oublier, mais semble ne pas y parvenir. À cet instant, il prend la décision d'attendre Gaël. Il attendra 45 minutes. Vers 4h45, Gaël arrive, il la suit. Gaël longe le grillage du petit chemin à peine éclairé. Puis soudain, Frédéric Pibéry sort de l'ombre. Il lui court un peu après pour lui parler, pour qu'il s'explique, et je cite, « avoir peut-être un rapport sexuel avec elle ». Il place sa main sur son épaule, Gaël le repousse, jette son sac à dos, prend la fuite, elle crie. On peut supposer que ce sont ces mêmes cris qui ont alerté le couple. Frédéric la poursuit, on ne sait pas pourquoi, il la poignarde dans le dos. Mais Gaël tient toujours debout. Elle fuit. Mais blessée, Frédéric la rattrape, il la plaque au sol et la poignarde en plein cœur, ou en plein poumon, en fonction des sources. Après cette attaque, après le crime, Frédéric n'est pas sûr de savoir si Gaël était encore vivante ou non. Il n'est pas sûr non plus du nombre de coups. Il pense qu'il en avoir porté 2. C'est flou dans sa tête. Après cela, par contre, tout est clair. Après le crime, après l'agression, Frédéric Pibéry jette ses vêtements couverts de sang dans une poubelle. Il rentre chez sa copine tranquillement, se lave et se couche. Son mobile est simple. Il avoue être attiré par Gaël, qui ne faisait que le repousser. Et le fait d'être continuellement repoussé par Gaël, qui, quelques heures avant sa mort, va même l'empêcher d'aller à une soirée, va encore plus s'énerver. Il aurait donc tué Gaël par frustration, alors que lui était déjà en couple. L'arme, il explique que ce serait un des couteaux découverts chez lui, lors de la perquisition. Frédéric Pibéry est emprisonné à la prison d'Aix-en-Provence, inculpé d'homicide. Et quelques semaines plus tard, il en reverra même une carte postale pour remercier d'avoir pu avouer son crime. Heureux d'avoir libéré sa conscience, soulagé. Le 25 mars 1994, c'est la reconstitution qui permet de voir si le récit du suspect, de l'homme qui a avoué le meurtre de Gaël, est en adéquation avec les conclusions d'autopsie, des témoignages et des avis des enquêteurs en ce qui concerne le scénario de la dernière matinée de Gaël. Frédéric raconte tout avec détail. Les gestes et les paroles. Tout est bouclé, tout est bon. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Le 7 avril 1994, Frédéric revient sur ses aveux. Il explique qu'à ce moment-là, le jour où il avoue, lorsqu'il est interrogé, il était faible sur le plan psychologique. Car un ami de l'armée se serait donné la mort quelques jours avant son arrestation. Et face aux questions des enquêteurs, il aurait avoué un crime qu'il n'aurait pas commis. Et il explique la pression par le fait qu'il n'était pas aussi accompagné par un avocat. Qu'il était seul face aux enquêteurs qui le harcelaient de questions. Et qu'il a tout simplement fini par avouer un crime qu'il n'a pas commis juste pour avoir la paix. Dans les faits, certains éléments de preuve sont incompatibles avec le crime.
comme par exemple le couteau utilisé pour tuer Gaël. Celui que présente Frédéric ne correspond pas. Frédéric montre un couteau type la guiole. Les experts pointent un couteau de type papillon, comme celui que Julien Sauvignon avait laissé sur place. Il y a également du sang dessus. Le sang de Gaël. Julien Sauvignon aurait-il tué Gaël avec l'aide de sa copine, puisque finalement ils étaient ensemble. C'est donc un volte-face dans l'enquête. Julien Sauvignon est une nouvelle fois interrogé. Les policiers le pressent de questions et retracent une histoire que Gaël les aurait surpris, lui et sa copine, en plein débat. Qu'elle leur aurait dit des propos déplacés. Propos qui n'auraient pas plu du tout à Julien, qui aurait poursuivi Gaël et qui l'aurait tué, se faisant passer plus tard pour le premier témoin. Sauf que Julien répète les mêmes choses. Il était avec sa copine, ils ont entendu des cris et ont accouru. Ils n'ont pu qu'assister à l'agonie de la jeune femme. Julien Sauvignon est incarcéré et mis en examen pour meurtre. Sa petite copine est de nouveau interrogée. Et coup de théâtre, elle dit que Julien avait le couteau entre ses mains quand ils ont entendu les cris, que lui a couru plus vite qu'elle et qu'elle a revu son copain Julien frapper Gaël qui était au sol ou debout. Étrange. Julien, bien sûr, va nier. Mais si Gaël était seul dans le petit chemin, pourquoi avoir crié? Pourquoi avoir jeté son sac à dos? Et Julien, s'il ne la connaissait pas, pourquoi avoir pris sa carte d'identité? Et pourquoi, au lieu de porter secours à une jeune femme en danger, puisqu'elle aurait crié suffisamment fort pour alerter un couple, Julien aurait porté des coups de couteau? Ça n'a ni queue ni tête. Alors sa copine dit-elle la vérité? Ou, sous la pression, aurait-elle déclaré des choses fausses? Il y aurait une seconde hypothèse. Julien et Frédéric étaient complices. Est-ce que les deux hommes se connaissaient? Ont-ils mis en place un crime à deux? Les deux hommes sont confrontés face au juge. L'enquête sombre de plus en plus. Après l'hypothèse du meurtre par frustration, vient l'hypothèse du sauveur qui poignarde Gaël. Ensuite, l'hypothèse que les deux hommes se connaissaient. Les deux hommes sont donc confrontés. Mais après enquête, ils ne se connaissaient pas du tout. Ils n'ont pas les mêmes passions, ni les mêmes amis. Et les policiers n'ont pas pu les relier. Le sang sur le couteau de Julien Sauvignon n'est pas concluant. On ne sait pas si c'est du sang humain ou animal. Les dires de sa copine sont remis en doute. Elle varie beaucoup dans ses déclarations. Et après expertise, sa copine, Karine, serait une personne très influençable. Qu'avec une bonne pression placée sur ses épaules, elle aurait pu dire n'importe quoi. Elle pourrait créer des scénarios pour échapper à la prison. Car peut-être que les policiers l'ont fait chanter entre guillemets. Julien Sauvignon est libéré le 17 octobre 2001. Un non-lieu est prononcé pour une chose importante. Savoir quel couteau a servi d'arme est très compliqué, car cela va dépendre de plein de facteurs différents. La position de la personne qui reçoit les coups et l'emplacement des coups. Gaël était touché sous la poitrine, au niveau des poumons. Il suffit simplement qu'elle était en train d'expirer ou d'inspirer pour que les plaies changent de forme. Julien Sauvignon aurait donc juste abandonné son couteau par peur. Il semble que cette peur était fondée, puisqu'il était arrêté car il avait sur lui un couteau. Les enquêteurs retournent une nouvelle fois vers Frédéric. Et finalement, encore une fois, pour la troisième fois, tout l'accuse. Les témoins, le mobile. L'appel étrange passé au matin par un homme qui
prend des nouvelles de Gaël. La voix de Frédéric sera comparée à l'homme qui demande des nouvelles. Elle sera comparée à d'autres voix évidemment. C'est le policier qui reçoit l'appel, qui écoute l'ensemble de ces voix. Et là il pointe la voix de Frédéric, sans savoir, c'est juste des écoutes. Les éléments sont là. Le mobile, il n'a plus d'alibi. Il a appelé un policier sous un faux nom pour prendre des nouvelles de son ami. Le procès peut enfin s'ouvrir. Le 10 mars 2003, le procès de Frédéric Pibéry s'ouvre. Frédéric comparaît libre. Ce premier jour d'audience, il est très bien vêtu. Veste bleue, pantalon et chemise verte. Bien coiffé et rasé de près. Il est à des années-lumière de l'apparence de skinhead qu'il avait à la période du crime. Au procès, Frédéric Pibéry reste froid, sans émotion, et ne lâche pas la famille de Gaël du regard. Aucune honte, pas de culpabilité n'est visible sur son visage. Je cite, « Il est froid, calme et détendu ». Peut-être a-t-il été préparé par son père et son avocat à avoir tel ou tel comportement au procès. À la barre, il nie avoir tué Gaël Le Guen. Et il a des arguments en poche. Les experts à la barre concluent que les couteaux retrouvés à son domicile ne correspondent pas à l'arme du crime. Qu'aucun des couteaux n'est l'arme du crime. Pour les parties civiles, cela ne veut rien dire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les expertises sur les armes blanches sont très compliquées, car elles dépendent de plein de facteurs. La zone frappée, la position de la personne qui porte les coups et la position de sa proie, et bien d'autres. Et bien étrange, le fameux couteau, désigné par Frédéric Pibéry, l'arme placée sous scellé, s'est envolé on ne sait où. Pour l'avocat de Frédéric Pibéry, il n'y a rien contre son client. Aucun élément tangible. Juste un aveu fait dans un instant de faiblesse et des témoignages. Rien de matériel. Les vêtements, l'arme ne sont pas retrouvés. Après 7 ans de combat, Julien Sauvignon est libre. Il n'a pas tué Gaël. Pour la justice, c'est Frédéric Pibéry qui a tué Gaël Le Guen. Il est condamné à 18 ans de prison. Frédéric ne dit rien, ne clame pas son innocence. Pour certains, c'est suffisant pour démontrer qu'il est bien responsable de la mort de Gaël. Que c'est bien lui qui lui a porté 2-3 coups avec un couteau dans les poumons parce qu'elle refusait ses avances, ou qu'elle l'avait mis de côté le soir même. Alors, selon vous, y a-t-il assez d'éléments pour condamner Frédéric Pibéry? Est-il coupable ou non? Et s'il est innocent, comme il ne cesse de le déclarer, qui a bien pu tuer Gaël Le Guen sur un chemin isolé entre deux facs à l'aube, le 4 juin 1993? Frédéric Pibéry, aujourd'hui est libre, après 10 ans de prison. Il a refait sa vie. Je vous remercie d'avoir écouté ou regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,